Comme tous les jeudis soirs à Saint-Dié-des-Vosges, mais aussi les lundis, les maraudes de la Croix-Rouge débutent toujours par le parvis de la cathédrale. L'équipe restera une demi-heure ou plus. Ce soir-là, 5 personnes se présenteront. On leur offrira des boissons chaudes, quelques denrées alimentaires et dans la nuit glaciale, des couvertures seront les bienvenues. La maraude, c'est un accueil sans condition. Le profil des bénéficiaires peut varier, SDF ou sans-abri, car certaines personnes préfèrent rester dans la rue. Souvent, c'est des gens qui dorment dans des conditions quand même assez déplorables. On a certaines personnes qui sont dans des garages et donc voilà, on essaye de leur apporter un peu de chaleur humaine, une soupe, un chocolat et puis un petit colis alimentaire. Énormément de personnes qui ont des accidents de la vie, qui du jour au lendemain se retrouvent à la rue, on n'aurait pas pensé et donc on ne peut finalement pas faire de profil type. Même à Saint-Dié, des personnes sont à la rue. Bien sûr, même à Saint-Dié, des personnes sont à la rue. Plus qu'on ne le croit, beaucoup ne se montrent pas parce que c'est parfois difficile psychologiquement d'accepter. Avec ces maraudes, la Croix-Rouge crée ou recrée du lien social. L'équipe installe un climat de confiance avec des personnes en grande précarité et peut, selon les demandes, les besoins, les orienter sur une aide alimentaire d'urgence, la santé, le logement ou des démarches administratives. Mélanie vient en moyenne une fois par mois au point de rendez-vous, toujours avec ses 2 compagnons à 4 pattes. C'est des gens qui nous comprennent, quoi. Qui nous laissent pas... On baisse pas les bras, quoi. Ils nous aident à pas baisser les bras, puis ça nous fait un peu de chaleur. Pour parler, pour se réchauffer un peu l'estomac. Voilà. On prend ce qu'on a le droit. Et que c'est très cher la vie. Je vois que vous êtes accompagné avec vos 2 chiens, c'est important aussi. Les meilleurs amis. Toujours. Même à la rue, partout, ils sont avec moi. Les bénévoles offrent un peu de leur temps, chacun avec leurs compétences. Je suis enquêtrice à la Fondation Assistance aux Animaux, ce qui me donne un regard sur la maltraitance et puis essayer d'aider tous les gens qui ont des animaux comme je peux. Je récupère de l'alimentation, donc je partage un petit peu. Des maraudes ont lieu également sur Épinal au nombre de 3 obligatoires chaque semaine depuis que le plan en grand froid a été déclenché par la préfecture. À Saint-Dié, l'équipe a poursuivi sa tournée direction la gare avant de sillonner les rues de la ville. Ce matin-là, le mercure flirte avec les -3 degrés, le froid polaire, l'ennemi numéro 1 des maraîchers. Le risque, c'est ça, par exemple. C'est gelé, c'est du musquet de Provence. Les courges, vous voyez, c'est les plus fragiles. Ou la mâche, il y a la mâche qui gèle là aussi. Bon, ça va encore, mais c'est trop... faut pas que je traîne. Alors pour éviter que le froid fasse des ravages, chacun a sa petite technique. Donc voilà, j'essaye de les protéger autant que je peux. Le stand voisin, lui, voilà monsieur, a revêtu son manteau blanc pour l'hiver. Quand la température effectivement est basse comme ça, on est effectivement obligé de fermer tout le stand, de chauffer. Et il n'y a pas que les légumes qui craignent le froid. Les allées sont plutôt calmes pour un jour de marché. Il y a beaucoup moins de fréquentation ce matin. Et ça s'explique aussi par le début de l'année et bien sûr par les températures qui n'incitent pas forcément à sortir. Ça fait une différence effectivement, on a moins de monde, les gens ont tendance à venir plus tard. Parce que voilà, ils se lèvent certainement plus tard, ils n'ont pas envie de sortir avec le froid et on sent quand même une baisse de fréquentation assez importante. Ouais. Et ce n'est pas prêt de s'améliorer puisque les températures ne dépasseront pas les 3 degrés le matin. Ce vendredi matin, c'est avec une certaine fierté que le maire Roger Bataille observe les premiers aménagements du futur chantier. Le camping municipal d'Herville-Châtel aura bientôt radicalement changé. Les camping-cars vont laisser place à une quinzaine de cabanes en bois haut de gamme. Le site a été choisi par la société Nutshell pour une implantation dans un premier temps, 16
lodge, on va les appeler comme ça, ou éco-hébergement pour être plus dans une terminologie qui est tout à fait d'actualité, et qui vont se trouver implantés sur ce site avec un réaménagement du site, un paysagement du site qui va être complété. Derrière le projet, la start-up luxembourgeoise Nutshell, déjà installée en Alsace, la société propose des séjours courte durée dans des logements éco-responsables avec la promesse d'une immersion en pleine nature pour les familles. Une offre touristique renforcée, des retombées économiques pour les commerces et une douzaine d'emplois créés, autant d'atouts qui ont convaincu le conseil municipal. C'est une grande satisfaction pour le conseil municipal, bien sûr, puisque c'est la concrétisation d'action dans la démarche globale d'attractivité. Et c'est évidemment une satisfaction pour l'ensemble de nos habitants de voir que la commune se développe avec des acteurs privés qui viennent investir sur la commune. C'est un apport touristique considérable en nombre, puisque cela va représenter une moyenne de 30 à 40 personnes. La commune restera propriétaire du foncier et cédera le terrain sous forme de bail. Au total, près de 2 millions d'euros seront investis sur le site, avec la possibilité d'ajouter 6 lodges supplémentaires. Les premiers travaux vont démarrer vers la fin janvier. Alors il s'agit des travaux de plantation, de réseau, etc., qui ne sont pas des travaux de bâti, puisque tout cela doit faire l'objet d'un permis de construire, bien sûr. Et pour une raison très simple, c'est que l'investisseur et l'exploitant ont un calendrier extrêmement serré, puisque l'objectif est une mise en location des différents hébergements à la fin juin 2024. Donc tout cela va aller très très vite. Aménagé dans les années 80, le camping municipal des Mottes ne répond plus aux attentes des campeurs depuis plusieurs années. La commune espère voir les premiers touristes sur les bords de l'Armance dès cet été. L'origine du monde comme produit d'appel de l'exposition. Une œuvre de Gustave Courbet, symbole des travaux de Jacques Lacan. Quelques toiles de Dali ou créations d'Andy Warhol, le tout articulé autour d'une mise en scène parfois participative, où le visiteur prend place dans les concepts lacaniens de la psychanalyse. C'est un sujet suffisamment intéressant pour que beaucoup de personnes puissent venir. En plus, on a des tableaux vraiment superbes. Exposition surprenante qui mérite de prendre son temps. Je ne cache pas que l'origine du monde nous a fait quand même faire quelques kilomètres depuis Mirecourt dans les Vosges. Et puis le sujet sur la psychanalyse et l'art était bien sûr passionnant. La hausse de fréquentation s'accompagne d'un rajeunissement des visiteurs. La moyenne d'âge entre 2022 et 2023 est passée de 45 à 35 ans, et cela dû selon la direction à un équilibre dans la programmation. C'est une programmation très, très généreuse et très ouverte, et aussi qu'il fait écho à ce qui se passe autour de nous. Et aussi c'est une exposition autant sentimentale, joyeuse qu'exigeante au niveau de l'histoire de l'art. 18 médiateurs sont à disposition des amateurs d'art dans le dédale du Centre Pompidou. Ils apportent les clés de lecture aux personnes qui les sollicitent. Un diplomate turco-égyptien qui était à Paris, qui était très influent, qui avait aussi beaucoup d'argent et qui avait demandé, qui a passé commande à Courbet. Une condition sine qua non d'une exposition réussie. Souvent, si on n'a pas forcément les explications, on passe vraiment à côté de l'exposition. Si en plus de ça, parfois, on n'a pas forcément envie de lire tout ce qui est écrit sur les cartels, je pense qu'on fait... on a tendance à rendre forcément les visites et l'expérience du musée beaucoup plus vivantes. Ça incite toujours à poser un peu plus de questions, à en découvrir un tout petit peu plus sur l'artiste, sur le contexte, sur le lien avec Lacan par exemple. Il y a beaucoup de choses à découvrir. L'exposition Lacan a déjà accueilli plus de 3000 visiteurs. Elle est à retrouver jusqu'au 27 mai 2024 pour une rencontre entre l'art et la psychanalyse. Une fois l'échafaudage démonté, le clos et le couvert du château de Vaux seront définitivement sauvés. Pour financer les surcoûts imprévus, la Fondation du patrimoine a proposé une aide complémentaire, à condition que les 100 000 € de dons soient dépassés avant le 31 décembre. Édouard Guyot lance alors un appel pour collecter les 9 000 € manquants dans un délai de 15 jours. C'est la première fois depuis le début du projet qu'on arrive à lever une telle somme en un temps record. Eh bien, on est arrivé à quand même plus de 13 000 € de dons en 2 semaines, ça fait quasiment 1 000 € par jour. Cette somme d'argent nous permettra dans quelques mois d'honorer les dernières factures de tous ces travaux qu'on n'avait pas prévus. Avec l'appui de ces dons, Édouard Guyot achève une étape de 9 ans.
qui comprend le lancement d'activités d'autofinancement et la restitution des extérieurs de l'édifice. Donc on voit bien ces très belles ardoises qui ont été terminées, posées cette semaine. Le plus surprenant, je dirais, moi ce que je vois le plus, c'est la couleur des menuiseries qu'on a choisies. Ces menuiseries étaient jaunes au XVIIIe siècle et on a choisi avec l'architecte en chef cette couleur vraiment d'origine. Édouard Guyot est originaire d'une famille qui a restauré par passion près d'une dizaine de châteaux en France. Il a mis à profit ce savoir-faire pour acquérir en juin 2015, à l'âge de 22 ans, ce bâtiment oublié. J'avais seulement 4 ans de maigre expérience dans la gestion d'une petite entreprise que j'avais créée à 18, peut-être même 19 ans, qui vendait des matériaux, des statuaires pour des parquets jardins, pour des propriétés privées. Et moi, j'ai pas de diplôme, j'ai arrêté donc en première, mais j'ai des projets, j'ai des passions, j'ai des envies. Je pense qu'il faut rendre un petit peu les honneurs aussi au passé familial et à mes parents, puisque en fait, certaines banques connaissaient l'aventure de Saint-Fargeau, connaissaient Guédelon, connaissaient la Ferté-Saint-Thomas. En fait, la famille Guyot, pour eux, c'était pas complètement étranger au monde des monuments historiques. Donc quand je leur ai parlé de racheter un château, ils n'étaient pas très surpris. Quand ils ont vu les photos du château, par contre, ils m'ont dit « vous êtes fous et nous, on ne vous suivra pas ». Il a fallu aller voir 11 banques, 10 refus successifs. En clôturant le gros œuvre, il entame un nouveau chapitre. Pour les 10 ou 11 prochaines années, on va s'occuper essentiellement de l'intérieur du château. L'intérieur du château, et c'est ça qui est important, n'est pas classé monument historique. Nous n'avons aucune subvention. L'autofinancement, l'ouverture au public du château et toutes nos activités permettront chaque année d'engager un chantier d'environ 100 000 €. Pour financer ces 11 ans de travaux, il a développé depuis 2015 un centre d'hébergement, de réception et de mariage et des événements qui attirent 25 000 visiteurs chaque année. Ils vont enchaîner pendant 1 heure, près de 2 pour certains, sur un circuit de 3 km. Des jeunes skieurs qui s'entraînent en plein hiver, rien d'exceptionnel, mais dans les Vosges, les fenêtres de tir pourraient devenir de plus en plus rares dans les années à venir. Si les conditions étaient idéales il y a quelques jours, lorsque nous avons retrouvé aux Trois Fours ces athlètes du Pôle Espoir et de la section sportive du lycée de la Haye-Griselle de Gérardmer, ce n'est pas toujours le cas, alors on s'adapte. Il a fallu attendre le début de l'année, là, après le Nouvel An. On a quand même eu un fort épisode de redoux et de pluie forte. Donc on a perdu malheureusement les 40 cm qui étaient tombés au début du mois. Donc on a pu skier à la Bresse sur la neige de culture en ski nordique sur l'Ishpa. Une petite boucle d'1 kilomètre. Mais là, il était grand temps que la neige, la vraie neige tombe du ciel et puisse redonner un peu de gaieté à nos jeunes. C'est plutôt difficile parce que les tremplins, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a que 5, mais il y en a 3 qu'on ne peut plus utiliser parce qu'ils sont trop petits. Et niveau enneigement, le plus gros, donc le 70 mètres à Gérardmer, il n'est pas enneigé en hiver. Et celui de la Bresse, il est enneigé en hiver, mais en ce moment, il a des petits problèmes techniques. Du coup, on n'a toujours pas pu sauter dessus. On essaye de varier les sports avec ski à roulette, vélo, course à pied principalement, et puis la muscu aussi en complément. Mais quand les conditions sont bonnes, c'est vachement agréable de s'entraîner ici. On a quand même de bonnes infrastructures ici, pour en profiter. Puis on va espérer qu'il y en ait des nouvelles qui arrivent. Un espoir qui pourrait se concrétiser avec le stade 4 saisons présenté il y a quelques mois et qui, si le projet va au bout, devrait s'installer sur les sites de la Ténine et de l'Ishpa avec une piste de ski à roulettes, un pas de tir 30 cibles, des vestiaires et des locaux pouvant accueillir les athlètes. Ces outils, ces infrastructures, c'est sûr que c'est vital pour nos disciplines nordiques dans les prochaines années. Je pense que la dynamique de nos clubs de ski sur l'ensemble du massif a vraiment besoin d'avoir des signaux forts avec une infrastructure digne. Il ne faut pas oublier qu'aux derniers Jeux Olympiques, il y avait 7 sélectionnés en ski nordique, qui a eu une médaille avec Fabien Claude en biathlon par équipe. On est peut-être un peu en retard, on aurait dû créer ce projet il y a 10-15 ans malheureusement. Bon voilà, maintenant on a bien travaillé ensemble sur un cahier des charges commun pour répondre à toutes nos exigences de toutes nos disciplines. Le projet, dont le coût est estimé entre 4 et 5 millions d'euros, devrait être porté par la communauté de communes des Hauts-de-Vosges, avec la création d'un syndicat mixte. Très attendu, il ne faut toutefois pas espérer le voir sortir de terre avant 2025, voire 2026, soit 4 ans avant les Jeux Olympiques d'hiver prévus en France. En attendant, la soixantaine de jeunes skieurs vosgiens du Pôle Espoir ou en section sportive devra continuer de composer avec les éléments et les infrastructures existantes. Faire du haut niveau dans les Vosges est pour l'heure toujours d'actualité. Preuve en est avec la sélection de 3 juniors pour les mondiaux de ski de fond en Slovénie du 5 au 11 février prochain.